Bonjour, je suis Mathieu Moi. Aujourd'hui, on est là pour parler d'appels de fonction. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui détestent l'assembleur. Et ben, je suis désolé pour eux, il va y avoir de l'assembleur plein mais transparent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, en réalité, le titre est un petit peu trompeur. On va pas vraiment faire de la génération de code pour les appels de fonction. On va regarder le code généré. Ou autrement dit, on va regarder le code qu'on peut écrire à la main pour faire des déclarations et des appels de fonction. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a bien compris ces mécanismes-là, bah, finalement, le fait de générer tout ça, c'est juste passer à l'étape automatisation. Donc ce sera pas tellement plus difficile. Alors par contre, il y a un truc qui va être super dur, c'est que vous allez voir, mes transparents, ils sont pleins d'assembleurs. L'assembleur, bah, ça se lit pas super fluide. Il va y avoir même des bouts de traces en hexa, des dessins de piles, etc. L'effet pervers de la vidéo étant que du coup j'ai parlé un peu plus vite en faisant une vidéo l'année dernière, j'ai mis presque 2 heures à faire le cours et là sur les mêmes transparents, la vidéo fait à peu près 1 heure. Donc armez-vous de l'arme de l'informaticien, le papier, le crayon et dessinez des piles. D'une manière générale, quand vous faites n'importe quoi qui est en rapport avec de l'assembleur et des fonctions, il faut toujours avoir un morceau de papier de brouillon à côté de vous et dessiner une pile. En TP, ce sera absolument indispensable. Pour suivre le cours, je pense que ce sera indispensable aussi. N'hésitez pas aussi à faire tourner des petits programmes, à avoir une machine qui est capable de compiler et d'exécuter du C et de l'assembleur sous la main. Ça devrait pouvoir vous aider. Restez actif pendant cette vidéo, essayez d'aller jusqu'au bout du truc, de comprendre la dernière des instructions assembleur, etc. Utilisez la touche pause autant que nécessaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris pendant ce cours, vous allez le payer relativement cher ensuite sur les TP. Donc profitez de la vidéo et faites tout ce qu'il faut pour la comprendre en allant vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le principe des appels de fonction et des retours, quel est le problème qu'on cherche à résoudre? On verra que pour ça on a besoin d'une pile, et puis on verra comment est-ce qu'on gère les variables locales. À un moment on va devoir se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec les registres, puisqu'on va voir que les registres ça se comporte plutôt comme des variables globales, et on aimerait que ça se comporte plutôt comme des variables locales, donc il va falloir faire de la sauvegarde restauration pour que ça se passe bien. On verra comment on passe des paramètres, et puis on appliquera tout ça à RISC-V, donc je rappellerai les conventions d'appel de RISC-V. Donc le but, on a un petit programme C ici, et donc le but c'est de faire ça, hein, d'avoir un programme principal qui est en bas ici, et qui va appeler un sous-programme 1 ici, et puis un sous-programme 2 là. Et donc l'idée c'est que le flow de contrôle de notre programme, il va démarrer sur main, et puis il va remonter sur le sous-programme là, il va revenir et il va continuer ici, et quand il arrive sur le sous-programme 2, il va aller exécuter le sous-programme 2, et puis il va revenir là. Alors une première tentative, ce serait de faire ça avec des jumps. Donc là, on a effectivement notre fonction main ici, et puis on est capable d'avoir on démarre sur la fonction main, on va sauter au sous-programme, on exécute notre sous-programme, et puis on revient après le sous-programme, puisque notre after subprog ici, il correspond bien à cette étiquette after subprog. Et puis de la même manière, notre jump ici, il va pouvoir sauter sur le sous-programme 2, et puis une fois qu'on a exécuté notre sous-programme 2, on va pouvoir revenir à cette deuxième étiquette. Alors évidemment, vous vous doutez que le cours va pas s'arrêter sur le slide 4 et que tout ça, ça va pas marcher. Je vous laisse réfléchir si c'est pas déjà fait à quel est le problème. Et le problème ici, il est tout simple, hein. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'appeler un sous-programme et un deuxième sous-programme, ben, je cherche à appeler 2 fois le même sous-programme? Ben, si je cherche à appeler 2 fois le même sous-programme, qu'est-ce que je mets à la place de ce after subprog? Ici, je serais obligé de mettre 2 adresses différentes et je ne saurais pas faire. Donc deuxième tentative, on peut utiliser un registre pour l'adresse de retour. On va se rapprocher un petit peu de la vraie solution. Donc ici on a notre programme main, et puis ce qu'on va faire c'est que dans notre sous-programme ici, au lieu de faire un saut à une adresse qui est codée en dur, on va sauter à l'adresse RA, et RA c'est un registre qui contient, comme son nom l'indique, l'adresse de retour, return address. Et du coup, au lieu de coder after subprog en dur là-haut, ce qu'on va faire c'est que le after subprog on va le charger ici dans le registre RA, et une fois qu'on l'a chargé dans le registre RA, on va faire ce jump, il va nous emmener dans la fonction ici, et le JRRA, bah, la première fois, il va me ramener ici, et puis la deuxième fois, bah, vu que la deuxième fois, j'aurais mis after subprog 2 ici dans RA, le deuxième retour, il se fera sur after subprog 2, ce qui fait qu'ici, j'ai bien réussi à avoir un programme qui fait 2 appels au même sous-programme, et la deuxième fois, il retourne à l'adresse du deuxième appel. Alors il y a quand même des limitations. Je ne sais pas si vous voyez la limitation ici, je vous laisse réfléchir un peu.
Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai des appels récursifs? Si j'ai des sous-programmes qui s'appellent les uns les autres? Euh, donc, appel récursif ou tout simplement un appel imbriqué, une fonction qui appelle une autre fonction. On va regarder ce qui se passe ici. J'ai ma fonction main qui est déclarée en bas. Et ce que je fais, c'est que je fais un appel à un sous-programme ici. Et puis ce sous-programme, lui-même, il va faire un appel à un sous-programme imbriqué. Donc sur le chemin d'appel, tout se passe bien. J'ai main qui appelle mon sous-programme ici, mon sous-programme qui va bien appeler le deuxième sous-programme. Par contre, ce qui se passe, c'est que ici en bas, j'ai fait une première affectation à RA, et en fait, pendant mon sous-programme, subprog, je vais faire une deuxième affectation à RA. Ce qui fait que juste avant ici, mon adresse de retour, elle pointe sur l'adresse de retour qui est dans la fonction main. Par contre, juste après ici, mon adresse de retour, elle ne pointe plus vers la fonction main, elle pointe vers after subprog 2. C'est-à-dire que mon JRRA ici, j'aurais bien aimé qu'il fasse référence à ça, mais c'est pas le cas. Et par contre, en réalité, il va faire référence à la dernière affectation que j'ai fait sur RA. Et donc au final, ça va mal se passer, puisque mon sous-programme subprog, au lieu de revenir dans la fonction main, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir sur lui-même, en fait. Donc ce JR ici, il va sauter ici, et je vais me retrouver avec une boucle infinie, ce qui est assez peu sympathique à débugger, puisqu'au final, vous allez lancer votre programme, et au lieu de terminer, le programme va partir en boucle infinie. Alors, on voit bien que ça va pas être suffisant, mais avant d'aller plus loin dans les transparents, je voudrais introduire quelques petites notations, parce que vous voyez qu'en fait, ce morceau de code-là, on l'écrit un peu toujours, et ce morceau de code-là aussi. Donc à partir de maintenant, ça, on va l'appeler call, et ce sera call de la fonction qu'on cherche à appeler. Et puis le deuxième ici, on va l'appeler ret. Le principe, c'est que call et ret, ça va être des méta-instructions de l'assembleur RISC-V. Donc on écrira call et ret dans nos programmes assembleurs, et l'assembleur va s'occuper de générer le LA, le J et le JR. Donc techniquement, l'instruction call, elle est équivalente. Call sur un label, c'est équivalent à load address dans le registre RA de l'adresse qui suit l'instruction courante, suivie d'un jump vers le label. Donc autrement dit, ça charge l'adresse de retour dans le registre RA et ça saute au label. Et donc l'adresse de retour, c'est celle qui est juste après call. Donc c'est vraiment l'instruction qui va suivre call dans le fichier assembleur. ret, on a écrit jusqu'ici des JA. Ret, c'est tout simplement équivalent à JALR, qui en réalité est l'équivalent d'un jump vers l'adresse RA. Et il se trouve que l'instruction générale est un peu plus compliquée que ça. Donc au final, ce qu'on a écrit jusqu'ici, on va le réécrire sous cette forme-là. On va avoir plutôt des calls et des ret que des JA, LA, J, etc. Voilà, alors c'est bien, on a des super notations, par contre on est d'accord que ça change pas notre problème. Les appels imbriqués, on sait toujours pas les traiter. Petite digression, dans certains assembleurs, avec call et ret en Intel par exemple, ça suffirait, je pourrais presque arrêter mon cours ici. Sauf qu'en fait, call et ret font des choses beaucoup plus compliquées sur l'assembleur Intel, du coup j'aurais été obligé de vous expliquer ce que font call et ret en détail dans l'assembleur Intel. En RISC-V, je rappelle que le R de RISC-V, il veut dire reduced. Et donc, call et ret, c'est des trucs stupides qui font pas grand chose pour vous. Et donc, on va devoir faire un petit peu plus de boulot à la main. Mais sachez que les instructions call et ret, elles existent presque de partout, mais elles font pas forcément la même chose de partout. Donc pour l'instant, on a sauvegardé l'adresse de retour dans un registre, et ce dont on va avoir besoin, en fait, c'est de sauvegarder cette adresse de retour sur la pile. Et la pile, ça va être quelque chose qui va pouvoir grandir et réduire au fur et à mesure qu'on fait des appels de fonctions. Et donc on peut tout à fait avoir une fonction main qui fait un appel à subprog, qui fait un appel à nested subprog, et on va avoir une sauvegarde de l'adresse de retour pour main, une autre sauvegarde pour subprog, et puis éventuellement une autre sauvegarde pour nested subprog. Donc ici, on a bien notre fonction main ici, qui fait un appel à subprog, subprog qui fait un appel à nested subprog, le retour qui, si tout va bien, va revenir ici, et puis le retour ici, qui, si tout va bien, devrait revenir juste après le call. Par contre, ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, c'est que mon registre RA, ici, je l'ai sauvegardé dans la pile. Donc j'ai un pointeur de pile SP,
qui me dit où j'en suis dans la pile, et j'écris SD comme store double, j'écris à l'adresse pointée par SP la valeur de RA. Et puis le dual de ça, j'ai la sauvegarde d'un côté, la restauration de l'autre. Donc mon RA, je l'ai sauvegardé avant de faire un appel, et je le restaure juste après. Et puis j'ai la même chose ici, j'ai une sauvegarde et j'ai une restauration. Et dans Nested Subprog, j'ai pas de sauvegarde tout simplement parce que je ne touche pas à RA. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'au début de chaque fonction, j'ai sauvegardé RA. À la fin de chaque fonction, je l'ai restauré. Ce qui fait que entre la sauvegarde et la restauration, je fais ce que je veux. Puisque j'ai pris un instantané de ce qu'il y avait dans RA au début, je sais que je vais le restaurer à la fin. Et donc, mon call subprog que j'ai ici dans la fonction main, il peut faire ce qu'il veut avec le registre RA. Je m'en fiche, puisque de toute façon, je vais le restaurer avant de faire un ret. Et l'important, c'est que le ret ici, il va bien prendre la valeur qui a été restaurée par la sauvegarde. Petite parenthèse, on voit assez clairement sur ce code pourquoi on a besoin de la sauvegarde dans subprog. On pourrait se dire, bah, dans main, c'est pas la peine, puisque main, c'est la fonction qui est tout en haut, et main, elle n'a pas besoin de sauvegarder RA. Bah, sauf que si vous faites ça, en fait, vous allez vous rendre compte que main, elle est appelée par une autre fonction qui est générée pour vous par l'éditeur de liens. Et si vous ne sauvegardez pas le registre RA, vous allez vous retrouver avec une boucle infinie, typiquement comme on l'a vu juste avant. Voilà, alors donc à quoi elle ressemble cette pile? Donc la pile, on a les adresses petites en haut et puis on a les adresses grandes en bas, donc 0x, ff, etc. ici en bas. Et le principe, c'est qu'on a le pointeur de pile qui nous dit, qui pointe sur la dernière case utilisée de la pile. Et puis quand je fais un appel de fonction, bah, je vais monter mon pointeur de pile et je vais sauvegarder l'adresse de retour à la valeur pointée. Donc ici, c'est bien la valeur 0 décalé sur le pointeur SP. Et c'est l'endroit où je vais sauvegarder mon adresse de retour. Et l'instruction return, ce qu'elle va faire, c'est l'inverse de ça. Elle va aller récupérer l'adresse de retour, elle va la lire dans le compteur programme, elle va sauter à cette adresse-là, et puis on va redescendre notre pointeur de pile pour le remettre là où il était avant. Je reviens un petit peu en arrière, j'ai pas commenté toutes les lignes tout à l'heure, mais le fait de décrémenter mon pointeur de pile pour faire de la place et d'incrémenter mon pointeur de pile ici, je l'avais déjà. Et donc en haut, je fais de la place pour ma pile, et en bas, je nettoie et je remets la pile dans l'état dans lequel elle était au départ. Et donc on revient ici, l'appel dans un sens, le retour dans l'autre. Et on peut regarder ça un petit peu, là on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. On a notre petit programme qui est à gauche, et puis on va lancer ça dans Spike. Donc Spike, c'est le simulateur RISC-V, et je l'utilise ici avec l'option "-d" comme debug, qui va me permettre de lancer les choses pas à pas. Alors j'ai pas envie de faire toutes les procédures d'initialisation qui me concernent pas ici, donc je commence par dire jusqu'à ce que PC sur le cœur numéro 0 soit égal à cette adresse-là, que je vais récupérer à coup de nm sur le binaire à point out. Donc ça, en gros, ça correspond à mettre un breakpoint sur subprog, et puis à avancer sur subprog. Donc je sais que après cette instruction, je suis là juste derrière subprog. Et je vais afficher, donc j'affiche le registre sur le cœur 0, donc ici on aura toujours des 0 parce que le simulateur il est prévu pour faire du multicœur et nous on n'a qu'un seul cœur, donc de toute façon quand on parlera d'un registre c'est toujours le registre sur le cœur 0. Et donc je regarde mon pointeur de pile à ce moment-là et je vois qu'il vaut 0x blablabla 48. Donc quelque part en tête, il faut avoir une pile comme ça, et puis on sait qu'on va avoir notre pointeur de pile SP, et comme ça. Je vous conseille de faire ce petit diagramme sur une feuille, puisque moi je vais être obligé de passer d'un slide à l'autre, et vous allez voir qu'à un moment je vais devoir vous effacer cette pile. Et donc je vous conseille très très vivement de faire ce diagramme à la main et de le remplir au fur et à mesure. On affiche le registre RA, donc là on est toujours au tout début ici, et notre registre RA il vaut blablabla 188 à la fin. Et puis ce qu'on peut faire, c'est, maintenant qu'on connaît le pointeur de pile et qu'on sait qu'il termine par B48, on va afficher le contenu de la mémoire depuis le cœur 0, on va afficher ce qui est pointé ici, et donc la valeur 1016, ça correspond à ce que j'ai dans cette case-là pointée par SP. Je rappelle que ici c'est 0, ici c'est 0x, FFFF, c'est les grandes adresses. Donc si j'ai 48 ici, ça veut dire que là j'ai l'adresse 40. Donc l'adresse qui termine par B40 ici,
j'ai un 0 dedans et ça correspond à ça. Hop. Maintenant j'avance un petit peu, donc j'appuie sur Entrée et je vais exécuter, donc sur le cœur 0, j'exécute add i, et puis sur le cœur 0, j'exécute sd ici, store double, et donc je me retrouve à ce point-là du programme, et donc là je vais afficher mon pointeur de pile. Mon pointeur de pile, vu que je l'ai décrémenté de 8 ici, et vu que tout à l'heure mon pointeur de pile il terminait par B48, bah de façon tout à fait logique, maintenant il termine par B40. Je regarde mon registre RA. Mon registre RA, la dernière fois que je l'ai affiché, il terminait par 10188. Pour l'instant, il termine toujours par 10188, ce qui est assez logique, puisque j'ai stocké RA dans la pile. Par contre, je ne l'ai pas chargé, donc je ne l'ai pas bougé. Maintenant, si je regarde ce que j'ai dans la pile à l'adresse 48 et à l'adresse 40, je revois toujours à l'adresse 48, j'avais un 016, j'ai toujours un 016. À l'adresse B40, maintenant j'ai 10188, ce qui correspond à la valeur de RA. C'est-à-dire que ici, j'ai bien sauvegardé RA. Et je n'ai plus la valeur 0 ici. Je peux continuer. Et donc c'est là qu'il va falloir prendre des notes, puisque je suis obligé de tout effacer, sinon ça va être le bazar. Donc je suis sur le corps de ma fonction ici, qui fait un appel à nested subprog. Donc je rappelle que mon registre RA ici, il vaut 10188. J'exécute mon sous-programme qui va correspondre à ces instructions-là. Et puis je regarde le contenu du registre RA après ça. Et bien le contenu de mon registre RA, il vaut plus la même chose qu'avant. D'accord? Là, c'est pas pareil. Ce qui est assez logique, puisque là j'ai fait un call, et puis là j'ai fait un ret. Et donc le call, lui, il a modifié RA. Et donc le RA que j'avais avant juste ici, ça n'est pas le même que celui que j'ai juste après. Donc évidemment, si j'arrive sur le ret à la fin de ma fonction subprog en n'ayant pas restauré RA, ça va mal se passer. Mais heureusement, je restaure RA, je ne fais pas cette erreur-là. Et donc j'exécute ici l'instruction load double pour aller chercher RA en mémoire, et je vais la chercher là où je l'avais mis tout à l'heure, c'est-à-dire à l'adresse 0 déréférencée sur SP. Ensuite, je remets mon pointeur de pile comme il était avant. Donc au début de mon programme, j'avais fait -8 sur le pointeur de pile. Ici, je fais +8. Donc le registre SP, oui, il pointe vers là où il pointait au début de ma fonction. Et si je regarde mon registre RA, eh ben, il a bien repris la valeur 10188, c'est-à-dire celle que j'avais là-haut. Et donc là, j'ai bien la même valeur avant et après. Et du coup, quand j'exécute le ret ici, c'est bien cette valeur-là qui correspond aussi à cette valeur là-haut. Et donc le ret ici, il correspond bien au call de sous-programme. Voilà, je vous invite à faire ça en vrai, à essayer de vous faire des petits programmes en assembleur, à les lancer dans Spike, etc. C'est pas forcément évident à suivre sur des transparents comme ça, mais au final, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien de sorcier. Vous êtes largement capable de refaire l'équivalent de la démo que je viens de vous faire, il n'y a pas de souci. Alors on a parlé de pile, pour l'instant la pile on s'en est servi juste pour stocker l'adresse de retour. Et on a vu qu'on avait besoin d'une pile pour pouvoir faire par exemple des appels récursifs et pour que les retours retournent bien sur l'adresse depuis laquelle les fonctions ont été appelées. Donc sur un petit exemple, ici on a une fonction f qui a une variable locale a qui est définie ici et puis qui est utilisée un petit peu après. Et puis on a une fonction g qui a une variable locale b qui est définie ici et puis utilisée un peu plus loin. Alors on peut faire une allocation où on va décider de mettre les variables dans des registres. C'est à peu près ce que vous avez fait jusqu'ici, sauf que vous n'avez pas encore posé la question qu'est-ce qui se passe quand il y a des fonctions. Et mettons que votre allocation du TP5, par exemple, elle vous donne la variable A qui est affectée dans le registre T0, et puis B qui va être affectée aussi dans le registre T0. Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais F appelle G? Si F appelle G, G va faire des modifications sur la variable B, et les modifications de B vont écraser la valeur de A. Donc ça, ce serait la catastrophe, c'est absolument pas ce qu'on veut. Et puis il y a d'autres questions, mais dont certaines vous y avez déjà répondu en TP. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de variables que de registres? À ce moment-là, il va falloir avoir une allocation intelligente qui va se piler quand c'est nécessaire, donc qui va mettre des choses dans la pile quand c'est nécessaire et des choses dans les registres sinon.
Et puis évidemment, si je suis en C et que j'ai droit d'écrire adresse de X, bah à ce moment-là, X ne pourra pas être dans un registre, puisqu'un registre n'a pas d'adresse. Donc juste comme ça suffit pas. Entre ce que vous avez fait dans les TP précédents et puis ce qu'on pourrait essayer de faire de façon naïve, ça suffit pas, mais on verra qu'en changeant pas grand-chose, votre TP5 il n'est pas à jeter, vous verrez, ça va finir par marcher. Alors avant de rentrer dans les détails de la solution, déjà pour fixer le vocabulaire, quelles sont les variables qui sont accessibles par une fonction? Donc il y a évidemment les variables globales qui sont toujours accessibles, il y a les variables locales, et puis il y a les paramètres. Et un paramètre, en réalité, c'est rien d'autre qu'une variable locale, mais qui a été initialisée par l'appelant. C'est-à-dire qu'on lui donne une valeur depuis l'extérieur de la fonction, et ensuite, quand on s'en sert à l'intérieur de la fonction, c'est vraiment pareil qu'une variable. Les variables globales, elles existent en un et un seul exemplaire. Si ma fonction n'est pas appelée, la variable globale existe quand même. Si ma fonction est récursive, qu'elle s'appelle n fois à un instant, j'aurai toujours un et un seul exemplaire de cette variable globale. Donc du coup, c'est assez facile de gérer les variables globales en mettant des labels qui pointent vers des zones de données statiques, par exemple. Donc on va avoir des zones de données dans le binaire qui vont être chargées, qui vont se retrouver en mémoire. Et on a une seule adresse pour cette variable globale, donc il suffit d'avoir une étiquette qui pointe dessus, et ça correspondra à l'adresse de ma variable. Pour les variables locales et les paramètres, par contre, bah, c'est des choses qui n'existent que quand la fonction est appelée, et puis dans le cas des fonctions récursives, ça va exister en plusieurs exemplaires, donc on ne pourra pas parler de l'adresse d'une variable, il faudra parler de l'adresse d'une instance de la variable. Bah, cette adresse n'existe pas quand la fonction n'est pas appelée, et quand c'est appelé en plusieurs exemplaires, il y aura plusieurs adresses différentes. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à définir correctement comment on va stocker ces variables locales. Alors on va simplifier un petit peu les choses. On va faire le contraire de ce que je vous ai dit dans la première tentative. On avait dit, si on met tout dans les registres, ça marche pas pour l'instant. On va faire l'inverse, on va tout mettre en mémoire. Donc c'est à peu près votre stratégie all-in même des TP précédents. On peut faire un tout petit peu plus intelligent quand même en réutilisant des cases mémoire, mais on n'utilise pas les registres pour stocker les variables. On y reviendra évidemment plus tard, c'est pas ça qu'on fera dans la version finale. Donc on va prendre un petit exemple de fonction, on va prendre la fonction factorielle, qui est un exemple classique de fonction récursive, et puis ici je l'ai écrit de telle sorte que j'ai un paramètre n, et puis j'ai une variable locale, res ici. Et donc quand j'ai factoriel 5 qui appelle factoriel 4, qui appelle factoriel 3, qui appelle factoriel 2, qui appelle factoriel 1, et pendant que j'exécute factoriel 1, j'ai un endroit dans la mémoire, donc on va appeler cadre de pile de f de 1, où j'ai une instance de n qui vaut 1. Et au même moment, en fait, factoriel de 2 n'est pas terminé quand j'exécute factoriel de 1, puisque la fonction factorielle ici, elle est faite à l'intérieur de mon appel, à l'intérieur du corps de ma fonction. Et donc j'ai aussi un autre cadre de pile qui est le cadre de pile de factoriel de 2 et le cadre de pile jusqu'à factoriel de 5, etc., qui existent simultanément en mémoire. Donc, si je veux parler de l'adresse d'une variable locale, je l'ai déjà dit, une adresse absolue pour une variable locale, ça ne marchera pas, puisque l'adresse n'est pas constante. On peut avoir plusieurs adresses, ou on peut n'en avoir aucune pour la même variable. On peut faire un adresse relatif à SP. Ça, c'est possible. C'est même ce que fait GCC si on lui passe les bonnes options. GCC-f au midframe pointer, qui est inclus dans un des GCC-o quelque chose qui optimise. Ça marche, ça permet de gagner un registre, mais c'est pénible et à la fois pour générer, pour écrire à la main. Le problème c'est que SP, il peut changer un petit peu trop souvent. Je fais un appel de fonction, je peux avoir besoin de faire de la place sur la pile et du coup de modifier mon pointeur SP. Et donc la même variable, selon le point dans lequel je suis dans ma fonction, il pourrait avoir une adresse différente relative à SP. Donc utiliser SP, c'est un peu tirer sur une cible qui bouge et on va éviter de faire ça. Une solution beaucoup plus simple, c'est d'adresser de manière relative au pointeur FP comme frame pointer, le pointeur sur mon cadre de pile. Et l'idée c'est que FP il est positionné quand je rentre dans une fonction, il est restauré juste avant le retour de la fonction, et il ne bouge pas dans tout le reste du corps de la fonction. Donc du coup, une variable locale, elle a toujours exactement le même offset par rapport au pointeur FP. Donc, on va dérouler ça sur un petit exemple, la gestion de mon pointeur SP et de mon pointeur FP. Donc, le principe, c'est que SP, il va pointer toujours sur la dernière case utilisée. Ma pile, j'ai toujours les adresses petites ici, donc on va mettre un 0x0, et puis j'ai les adresses grandes ici. Donc là, c'est 0xff, point de suspension F. Et donc, la pile active pour l'instant, c'est tout ça. Et puis, tout ce que j'ai là-haut, c'est des adresses qui, pour l'instant, sont disponibles. Je regarde mon code à gauche, j'ai ma fonction main. Donc, pour l'instant, j'ai le cadre de pile de main qui existe et qui se trouve ici. Et quand je fais un call f, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la fonction f.
Et du coup, je vais commencer par bouger mon pointeur SP. Donc le pointeur SP qui était en bas, il se retrouve là-haut. Et donc ma pile maintenant, elle va jusque là. Il me reste à sauvegarder mon adresse de retour. Donc la sauvegarde, je la fais ici avec un store double de RA à 0, 0 décalé sur SP. Donc ça va bien écrire dans cette case mémoire là. De la même manière, je sauvegarde FP et je me retrouve avec mon ancien FP qui est sauvegardé ici. Et puis je vais positionner FP. Pour l'instant, FP, il pointe sur le cadre de pile de la fonction main. Donc ici, j'ai le FP de la fonction main. Et la convention qu'on va utiliser en RISC-V, c'est que FP pointe toujours juste un mot en dessous du cadre de pile de la fonction. Et donc, la nouvelle valeur de FP, bah, en fait, ça va être celle-là, et ça va correspondre à l'ancienne valeur de SP. Et donc SP, on lui avait enlevé 32 octets ici, bah, on va faire SP plus 32, et ça va nous donner la nouvelle valeur de FP. Et donc ici, je peux positionner FP comme ça. Faire un petit peu de ménage dans tout ça, parce que ça commence à plus être très lisible. Donc ensuite, je vais rentrer dans le corps de la fonction. Et le corps de ma fonction, j'ai décidé que j'avais deux variables locales, et que je fais local 2 égale local 1. Bah, je décide que local 2, je le mets ici, et local 1, je le mets ici. Donc vu que FP pointe juste en dessous du cadre de pile, et le cadre de pile, il est déjà écrit avec les parenthèses, avec les accolades, je vais vous le redessiner ici. Donc, pour écrire dans l'adresse loc1, il faut que j'écrive à 8 décalé sur FP. Et loc2, c'est 16 décalé sur FP, puisque je compte de 8 en 8, je suis sur une architecture 64 bits. Donc du coup, ça correspond au chargement de loc1, qui est ici, et mon 16 décalé sur FP, ça correspond à l'adresse loc2 qui est ici. J'ai terminé le corps de ma fonction, j'arrive maintenant à la fin de la fonction et je vais devoir faire la restauration de mes registres FP puis RA. Donc FP, je vais aller chercher old FP ici. Old FP, il est où? Il n'est pas en face de SP, il est décalé de 8 par rapport à SP. Décalé de 8 par rapport à SP, c'est bien ça que je récupère. Du coup, mon pointeur FP revient ici, là où il était avant. RA, qui est mon adresse de retour, ici ce ne serait pas la peine, mais j'aurais tout à fait pu avoir dans le corps de ma fonction un appel de fonction qui aurait écrasé RA. Et donc mon ancien RA, il est là-haut, et il est à la valeur, il est à l'adresse pointée par SP, plus 0, donc bien 0 décalé sur SP. Il me reste à remettre mon pointeur de pile, donc il était là-haut et je le redescends là où il était avant. Et vu que pour rentrer dans la fonction, j'avais soustrait 32, bah, il suffit de remettre plus 32 sur mon pointeur de pile ici. Et je suis prêt à faire le retour de ma fonction. Donc un mot que j'ai utilisé jusqu'ici sans vraiment le définir, c'est stack frame, cadre de pile. On dit des fois enregistrement d'activation ou des fois contexte. Alors contexte, souvent ça veut dire même l'ensemble des cadres de pile, l'ensemble d'une pile d'un fil d'exécution. Donc stack frame pour moi, c'est l'ensemble des données qui sont accessibles par la fonction sur la pile. Donc ici, j'ai le cadre de pile de la fonction f. Un cadre de pile, il est créé au moment où j'appelle la fonction. En réalité, créer, ça consiste juste à incrémenter le pointeur SP et puis à faire pointer FP dessus. Il est détruit avec des guillemets autour, puisqu'on détruit jamais rien, hein. La mémoire, elle existe toujours. On n'est même pas sur un système à la malloc free où on va explicitement libérer la mémoire. Il suffit de décrémenter, enfin de réincrémenter, donc de redescendre le pointeur SP pour dire que le cadre de pile n'existe plus. Voilà, on va maintenant passer à la partie sauvegarde, restauration des registres. Donc le problème, c'est que les registres, ils existent en un et un seul exemplaire dans l'ensemble de mon processeur, ou plus précisément dans chaque cœur de mon processeur. Pour simplifier, on peut dire qu'on a un processeur monocœur, et que donc le registre T0, il n'existe qu'en un seul exemplaire. Si j'avais plusieurs cœurs, de toute façon, les cœurs s'exécuteraient indépendamment les uns des autres en termes de registre. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je charge la valeur 42 dans le registre TI, T0, et puis quelque part après, je vais vouloir stocker T0 à un certain endroit, donc je vais vouloir utiliser T0. Ce que j'aimerais bien, c'est que vu que j'ai fait un appel ici qui n'a pas explicitement touché T0, j'aimerais bien que le 42 il soit préservé ici. Ce serait le cas si j'étais dans un langage où j'avais une notion de variable locale. Maintenant, en assembleur, le T0, c'est le registre, c'est un morceau de silicium qui existe qu'en un seul exemplaire dans mon processeur. Donc, si jamais cet appel à f ici a fait une modification sur T0, bah, le T0 que je vais retrouver à la fin ici, ce ne sera pas 42, et je n'aurai pas la valeur ici qui sera préservée.
Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que si je veux pouvoir faire un appel à f et si je veux pouvoir changer des choses, je vais devoir sauvegarder l'ancienne valeur de t0 quelque part par ici, et je vais devoir la restaurer quelque part avant l'utilisation. Et à ce moment-là, je sais que j'avais une valeur, peut-être que quelqu'un l'a modifiée, mais vu que je l'ai sauvegardée avant la modification, que je l'ai restaurée après, la modification n'est pas visible. Alors il y a une analogie intéressante, c'est vos parents qui partent en week-end et qui vous laissent l'appartement. Vous avez envie de faire une grande fête et de mettre l'appartement sans dessus-dessous pendant que vos parents sont pas là. Par contre, vos parents, le lundi, quand ils vont rentrer, ils ont envie de retrouver l'appartement dans l'état dans lequel ils l'ont laissé le vendredi. Alors là, il y a deux scénarios. Il y a les parents sympas qui, avant de partir, vont prendre des photos de l'appartement et vont sauvegarder l'état de l'appartement. Vous faites la fête, et puis les parents, le dimanche soir, quand ils rentrent, ils vont remettre les choses dans l'appartement exactement dans l'état dans lequel c'était quand ils ont pris les photos avant de partir. Donc là, ça va être l'appelant qui sauvegarde et qui restaure, et l'appelé qui fait n'importe quoi avec. Et à ce moment-là, si vous avez des parents sympas comme ça, vous pouvez vraiment faire la fête que vous voulez pendant le week-end. Ça ne se verra pas sur l'appartement entre le vendredi midi et le lundi midi. L'autre solution, qui est probablement celle que vos parents souhaiteraient, c'est vos parents partent, ils ont envie de retrouver l'appartement exactement dans le même état et de ne pas se rendre compte que vous avez fait la fête pendant le week-end. C'est-à-dire que vous allez probablement essayer de cacher à vos parents que vous avez invité plein de monde. Donc une fois que vos parents sont partis, vous allez, vous, au début du week-end, faire un instantané de l'appartement, et après la fête, avant que vos parents rentrent, vous allez restaurer, ce qui fait que du point de vue de vos parents, il ne s'est rien passé du tout. Par contre, de votre point de vue, il s'est passé pas mal de choses de prise de photos au début et de ménage à la fin. Pour le code, ça va être un peu pareil. On a le choix entre sauvegarder par l'appelant avant de faire un appel, et du coup de restaurer aussi par l'appelant après l'appel, ou bien on peut dire que c'est l'appelé qui va faire la sauvegarde. À ce moment-là, l'appelé va faire sa sauvegarde au début du corps de sa fonction et va restaurer à la fin, juste avant de faire un ret. Donc première version, sauvegarde par l'appelant, caller. Donc ici, on a un appel de fonction à la fonction f. Ici, on a probablement du code qui va utiliser t0 et qui va utiliser t1. Et puis après, on a aussi du code qui peut utiliser T0 et qui peut utiliser T1. Et le code fait l'hypothèse que la valeur de T0 que j'ai ici, c'est la même que celle-là, et que la valeur de T1 que j'ai ici, c'est la même que celle-là. Donc pour ça, on va faire une sauvegarde avant l'appel et une restauration après l'appel. Et puis on pourra considérer ce gros bout-là comme une boîte noire qui fait un appel à F et qui laisse les choses dans l'état dans lequel ils les ont trouvées en arrivant. Et donc cette sauvegarde, je prends la valeur T0 et je la sauvegarde. Alors il faut choisir un endroit. Ici on a choisi l'endroit 16 décalé sur SP. Et donc je prends SP ici, je décale de 16 et j'arrive sur l'endroit où je vais sauvegarder T0. Et puis T1 c'est 24 décalé sur SP et donc je vais sauvegarder T1 à cet endroit-là. Ce qui est important, c'est pas tellement de savoir si T0 est là, T1 est là ou l'inverse. C'est juste qu'il faut un endroit qui ne soit pas utilisé par quelqu'un d'autre, évidemment, puisque sinon au moment de la sauvegarde, je vais écraser ce que l'autre fait. Et ce qu'il faut surtout, c'est que la sauvegarde et la restauration se fassent au même endroit. Donc le 16 que j'ai ici à la restauration, c'est le même que ce 16-là, et le 24 que j'ai ici, c'est le même que ce 24-là. A l'inverse, je peux faire de la sauvegarde par l'appelé. Donc là, on est au début de la fonction f, et on va décider de faire une sauvegarde de registre par l'appelé ici, et une restauration de registre de l'autre côté. D'accord, j'avais pas de place sur le transparent, mais il faut bien lire le code comme ceci. Et donc l'idée, c'est que pendant le corps de f, là, on va pouvoir modifier S1 et S2 autant qu'on veut, puisque la valeur de S1 et S2 qu'on avait avant ici, on va retrouver la même juste après la restauration. Alors je vous ai montré deux solutions, laquelle on va choisir. Ce qui est important, c'est que l'appelant et l'appelé, il faut qu'ils aient la même convention, parce que si vos parents partent en week-end, que eux ils pensent que c'est vous qui allez faire le ménage, que vous pensez que vous avez des parents super sympas qui feront le ménage en rentrant, en général, le dimanche soir, ça se passe mal. Donc clairement, il faut avoir la même convention de partout, et donc en particulier, quand vous écrivez du code qui utilise une bibliothèque, il faut que votre code utilise la même convention que la bibliothèque qui a été probablement précompilée pour vous, si vous en utilisez une version compilée. Par contre, on est obligé d'avoir la même convention appelant-appelé, mais on n'est pas obligé d'avoir la même convention sur tous les registres. Et c'est ce que font la plupart des architectures. Elles ont une convention où il y a certains registres qui sont des registres Scratch, d'autres qui sont des registres non Scratch. Et donc les registres Scratch, ou des fois on dit volatiles, ou registres sauvegardés par l'appelant,
c'est des registres qu'on a le droit de modifier n'importe comment. Donc on sait que quand on appelle une fonction, ça peut dégommer tous nos registres Scratch. Si on veut préserver leur valeur, il faut sauvegarder avant d'appeler, il faut restaurer après l'appel. Et on va aussi avoir des registres non Scratch, ou sauvegardés par l'appelant, euh, qui à ce moment-là ne sont jamais modifiés par une fonction. Alors peut-être qu'ils sont modifiés et restaurés, mais en tout cas, quand j'appelle une fonction, je sais que avant et après, je vais avoir la même valeur dans mes registres non Scratch. Donc pour RISC-V, la convention, c'est que les registres Scratch, c'est le registre RA, Return Address, vous avez vu qu'on a été obligé de le sauvegarder nous-mêmes, et puis le registre TI pour I allant de 0 à 6, sachant que T ici veut dire temporary. Et puis les registres non Scratch, c'est les registres S quelque chose, donc S1, S2 jusqu'à S11. Le moyen mémotechnique S ici c'est saved, c'est-à-dire quand je fais un appel de fonction, je sais que le registre est sauvegardé tout seul. Le pointeur de pile, il est non Scratch, et puis FP il est non Scratch, et sachant que FP en réalité son autre petit nom c'est S0. Les registres ont plusieurs noms en RISC-V, mais c'est la même chose. Donc globalement, la sauvegarde-restauration de registres sur une architecture comme RISC-V, je vais avoir un cadre de pile qui va faire l'ensemble de tout ça ici. J'ai mon pointeur sur cadre de pile FP qui pointe juste en dessous. On a les variables locales. Donc les variables locales, des fois on peut les mettre dans des registres, mais de toute façon, de temps en temps, on va avoir des variables qui vont être spilées et qui vont être dans la pile. Je vais avoir ensuite les sauvegardes de registres. On avait depuis le début la sauvegarde de RA et de FP. On rajoute ici la sauvegarde des registres S et des registres T. Et donc l'idée, c'est que quand j'ai une fonction qui en appelle une autre, j'ai une fonction f ici qui appelle une fonction g, ma fonction f, elle va faire la sauvegarde des registres non Scratch, donc des registres S quelque chose. Elle fera la restauration qui correspond un petit peu plus loin là-bas. Donc ça, c'est au début de f, et ça, c'est à la fin de f. Et par contre, autour d'un appel, par exemple à une fonction g, je vais avoir besoin à chaque appel de faire une sauvegarde de mes registres T et une restauration de mes registres T. Et donc ça, c'est un appel de fonction, et si j'avais un deuxième appel de fonction, je serais obligé de refaire la sauvegarde et la restauration. Alors là, je vous ai montré une solution qui est un peu brutale. J'ai sauvegardé et restauré absolument tout. C'est quand même assez brutal puisque si je sauvegarde que je restaure absolument tout, en fait j'ai besoin de 160 octets pour chaque cadre de pile. Donc je fais un appel à une petite fonction qui fait rien. Même si elle a aucune variable ou quoi, j'ai déjà 160 octets qui sont dégommés juste pour les sauvegardes de registres. Et en pratique, il y a plein de registres que je n'utilise pas, donc c'est pas la peine de les sauvegarder. Donc c'est assez facile d'optimiser ça, en tout cas c'est très facile de le faire quand on écrit du code à la main. Les registres S qu'on va sauvegarder au début et à la fin de la fonction, quand on génère le code pour la fonction, quand on écrit le code pour la fonction, on sait quel registre on a utilisé. Et donc il suffit tout simplement de ne sauvegarder et de restaurer que ceux qu'on utilise. Je reprends l'exemple de votre fête pendant le week-end. Si vous n'avez pas utilisé la chambre des parents pendant la fête, ce n'est pas la peine de la sauvegarder et de la restaurer. Et par contre, pour les registres T, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait un appel à une fonction, est-ce que le registre T il est utilisé à cet endroit-là? C'est-à-dire est-ce qu'on lui a donné une valeur et qu'on va s'en servir par la suite? C'est-à-dire est-ce que T est live à cet endroit-là? Et donc là, on retombe sur l'analyse de liveness que vous avez vu pour l'allocation de registre. Et puis, par exemple, quand aucune fonction n'est appelée, c'est même pas la peine du tout de sauvegarder les registres TI. Alors tout ceci étant dit, ça c'est facile à faire quand on écrit les choses à la main, parce que vous écrivez du code dans le désordre, vous écrivez le code de votre fonction et ensuite vous générez les appels de sauvegarde de registre, etc. Dans les TP, c'est un petit peu compliqué à faire parce qu'on n'a pas envie de faire un algo en plusieurs passes et donc on va faire brute force et on va sauvegarder la totalité des registres. Ça va générer du code un peu verbeux, ça va générer des trucs très gourmands en mémoire, mais c'est pas grave pour nous. Souvenez-vous que les variables, en réalité, elles sont pas toutes dans la pile. Il y a des variables qui sont dans la pile, c'est celles pour lesquelles on n'a pas trouvé de place dans les registres, celles pour lesquelles on a fait du spill. Si on était en vrai C, si on a l'opérateur adresse 2, le petit et commercial, chaque fois que j'écris adresse 2x, pour avoir son adresse, je suis obligé de spiller x, donc je pourrais pas le traiter comme une variable classique dans mon allocateur de registre. Et donc les variables, au final, elles peuvent être soit dans des registres, soit dans de la mémoire. Et on a besoin, bien sûr, d'avoir une seule instance de variable par stack frame, alors que les registres, on en a un par cœur, mais les registres sont partagés par tous les stack frames. Sauf qu'en fait, les registres, maintenant qu'on a dit qu'on les sauvegardait correctement, en fait, virtuellement,
chaque fonction a son registre. Et quand elle écrit dans le registre T1 ou dans le registre S4, la fonction, elle sait que c'est son registre T1 et son registre S4. Et s'il y a une autre fonction qui est appelée et qui utilise les mêmes registres, il y aura eu sauvegarde-restauration entre les deux, et donc les fonctions ne se marcheront pas sur les pieds. Donc en fait, vous prenez votre TP5 d'allocation de registre, et vous allez faire l'allocation de registre pour chaque fonction. Et c'est tout, et ça va marcher. Alors vous allez avoir plein de variables pour chaque fonction. Les variables, vous allez les mapper sur des registres, et vous allez faire indépendamment, fonction par fonction, votre allocation de registre, et ça se passera bien. Voilà, et puis donc, je l'ai déjà dit, hein, mais dans la vraie vie, si vous aviez un opérateur adresse 2 ou que vous aviez des choses de calcul d'adresse, de temps en temps, on est obligé de faire des choses un petit peu plus compliquées pour forcer les choses dans la pile. On va passer maintenant au passage de paramètres. Donc comme j'ai dit, les paramètres, en fait, c'est des variables locales. C'est simplement des variables locales qui ont été initialisées par l'appelant et qui sont utilisées par l'appelé. Donc ça va se faire comme les variables locales. On peut les mettre soit dans la pile, soit dans les registres. Alors dans le cas de RISC-V, les paramètres sont par convention placés dans des registres. Et donc les paramètres ils sont passés dans A0, A1, A2, A3 jusqu'à A7. Et on n'utilisera la pile que si on a plus de 8 paramètres. Et dans le cadre de vos TP, on n'utilisera la pile que jamais, parce qu'on n'aura jamais plus de 8 paramètres, ce sera écrit dans la spec, parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter avec ça. La valeur de retour, c'est l'inverse d'un paramètre, c'est quelque chose qui est affecté dans l'appelé et qui est lu dans l'appelant. Et la convention en RISC-V, c'est que la valeur de retour, on va la mettre dans A0. Donc un petit exemple ici, je cherche à compiler x égale g de 42,666. Donc pour faire ça, il faut d'abord que j'évalue l'appel à g, puis ensuite je ferai l'affectation sur x. Et donc g, je lui passe comme paramètre numéro 0, je lui passe 42. Donc la valeur 42, je la mets dans le registre A0, puisqu'on a dit que les registres arguments, c'était A0, A1, A2, A3. Ici, c'est l'argument numéro 1 que je vais passer dans le registre A1. Quand j'ai terminé ça, je fais un appel sur ma fonction g. Et puis ma fonction g, elle va utiliser A0 et A1. Donc si je prends la fonction g qui est déclarée ici, définie ici, quand elle utilise A0, elle va bien récupérer la valeur 42, et quand elle utilise A1, elle va récupérer le 666. Et puis à la fin, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va positionner une valeur dans A0 ici, et A0, ça va être sa valeur de retour. Et donc la valeur de retour, je vais la transmettre, ça va être ce qui circule sur le égal ici, là-haut. Et donc je vais pouvoir récupérer dans A0 la valeur de retour de G que je vais pouvoir mettre, ici je vous ai mis du pseudocode avec un X entre guillemets, on met la valeur de A0 dans l'endroit où se trouve stocké X. Alors on va rentrer dans un cas un petit peu plus particulier, juste pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on pourrait faire intuitivement puis qui vont pas forcément marcher. Globalement, cette partie appel de fonction, sauvegarde de registre, etc., c'est l'endroit où vous allez tomber sur le plus de cas particuliers dans vos TP. C'est-à-dire que sur les premiers TP, en général, la difficulté, c'est d'avoir un truc qui marche. Et une fois que vous avez un truc qui marche et que vous avez un pourcentage de couverture raisonnable sur vos tests, vous êtes à peu près sûr qu'il reste quasiment plus de bugs, parce que si le code a été exécuté une fois et qu'il a marché une fois, il y a de bonnes chances pour qu'il marche toujours. Sur les appels de fonction, avoir 100% de couverture, ça va être trivial parce qu'il n'y a quasiment pas de code conditionnel dans le Python. Donc vous compilez une définition et un appel de fonction, vous avez couvert la quasi-totalité de votre code Python. Et par contre, on va tomber sur des petits bugs où on a sauvegardé, restauré dans le désordre, où on a sauvegardé, restauré deux registres au même endroit, ou des choses comme ça. Et donc, prévoyez énormément de temps sur le debug de votre TP, puisque entre le moment où vous avez un truc qui commence à marchoter et le moment où vous avez vraiment estimé que vous avez testé tout ce qu'il fallait et que vous avez vraiment plus de bugs, il se passera pas mal de temps a priori. Donc ici, ce que je cherche à compiler, c'est G de H, I, J. Donc pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je fasse l'appel à H, ensuite je fais l'appel à I, ensuite je fais l'appel à J. Ça me donne les trois valeurs que je vais passer à G. Et ensuite seulement, je vais faire l'appel à G, qui correspond du coup au dernier call que j'ai tout en bas ici. Donc je fais mon appel à H, je fais call H. H me renvoie une valeur dans sa valeur de retour, qui est A0. Le A0, je vais le mettre dans le premier paramètre de G, et le premier paramètre, c'est aussi A0. D'accord? J'utilise le même registre pour le premier paramètre et pour la valeur de retour, puisque je suis jamais en même temps en train de faire un retour et un appel de fonction. Donc je pourrais faire un A0, un move de A0 dans A0. Évidemment, je suis pas obligé de le faire, ça c'est une no opération, ça sert à rien. Je fais ensuite un call I. Call I, ça va me renvoyer une valeur que je vais récupérer dans A0 ici. Et la valeur de retour de I, je vais la mettre dans A1
qui se trouve être le paramètre numéro 1 de ma fonction. D'accord? Là j'avais 0, 1 et 2. Je fais un appel à j qui me renvoie une valeur que je mets dans A0. La valeur qui est dans A0, je la mets dans le paramètre 2, donc dans A2, et ensuite je fais l'appel à g. Donc ça a l'air de bien se passer comme ça, sauf que en fait, quand je fais mon call i ici, bah, il va écraser la valeur de A0. Et quand je fais mon call j, il va écraser la valeur de A1 et la valeur de A0. Ce qui fait qu'au final, mon code ici, il marche pas du tout, puisque quand j'arrive sur ce call g, j'ai bien le paramètre A2 qui est correct. Par contre, les paramètres A1 et A0, ils ont été écrasés et ils sont plus bons. Donc je ne peux pas faire cette version-là, il faut que je change l'ordre dans lequel je vais générer les choses, il faut que je sois plus intelligent que ça. Donc une autre option, c'est de dire je vais faire mon appel à h, et puis je vais récupérer le résultat qui était dans A0, et je vais le mettre dans un temporaire. Un temporaire, pas au sens registre T quelque chose, mais au sens temporaire registre virtuel à l'intérieur de mon compilateur. Donc ça, c'est pas du vrai code assembleur, mais après l'affectation de registre, après l'allocation de registre, ça va en devenir du vrai code assembleur. De la même façon, le call i ici va me renvoyer une valeur dans A0 que je vais mettre dans un autre temporaire. Le call j va me renvoyer une valeur que je mets dans temp2 ici. Et puis maintenant que j'ai fait tous ces appels à h, i, j, je vais pouvoir prendre temp0, le mettre dans A0, prendre temp1, le mettre dans A1, prendre temp2 et le mettre dans A2. Pour faire mon appel à G, je dois faire la sauvegarde des registres avant, et donc je sauvegarde bien T0, T1, j'appelle G, et là en fait mon allocateur de registre plus sauvegarde de registre, logiquement mon call i ici, il devrait faire la sauvegarde des registres, des bons registres, il va se débrouiller, il va sauvegarder les registres par l'appelant, par l'appelé comme il faut, ce qui fait que mon temp 0, bah, par construction, s'il était bon ici, il est toujours bon là-haut. Et donc le temp 0 que j'ai récupéré ici, il est toujours bon quand je le mets dans temp 0 ici, donc je le mets dans A0, je ne touche pas à A0 entre ce moment-là et le moment où je fais un call, et du coup, au moment où je fais un call, j'ai bien la valeur de retour de h qui est transmise à g. Et donc ça va marcher si je le fais dans ce sens-là. Donc simplement, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai essayé d'être un petit peu trop intelligent et que j'ai court-circuité les temporaires au lieu de passer de prendre la valeur de retour dans un registre, de le mettre dans un temporaire, de le remettre dans un registre. J'ai essayé de court-circuiter ça et au final, ça n'a pas marché. Une petite parenthèse sur passage par valeur, passage par adresse. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous allez devoir faire en TP, mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire dans la vraie vie. Le passage par valeur, celui-là, c'est celui que vous faites dans les TP, justement. C'est le passage par adresse qu'on ne fera pas. Le principe du passage par valeur, c'est qu'on copie la valeur et on transmet une copie de la valeur à l'appelé. Donc la valeur originale n'est pas modifiée, et c'est ce qui est fait par exemple dans un langage comme le C quand j'ai des types scalaires. Quand j'écris une fonction f qui prend un int x, le x ici, si j'ai pas précisé autre chose, il est passé par valeur. Le passage par adresse, ça consiste à transmettre l'adresse de l'argument à l'appelé. Donc à ce moment-là, si l'appelé fait une modification sur la valeur pointée par le pointeur que je lui ai passé, c'est une modification qui sera visible pour tout le monde, y compris par l'appelant. C'est quelque chose qui peut être utilisé soit parce qu'on a effectivement envie d'avoir ce partage de données, et si j'ai envie que la fonction ait le droit de modifier la valeur, il faut que je la passe par adresse, et ça peut être utilisé aussi si j'ai une grosse structure de données, soit un tableau, soit une classe avec beaucoup de membres, je peux avoir envie de passer une adresse, parce qu'une adresse c'est un pointeur qui est toujours un type scalaire que je peux passer en un cycle, alors que la donnée elle-même c'est peut-être quelque chose pour laquelle j'aurais besoin de faire un même CPY, quelque chose qui va prendre beaucoup plus longtemps. Quand je suis en C, je peux le faire manuellement, je peux avoir une fonction à laquelle je passe explicitement un pointeur sur un entier int étoile x, ou si je suis en C++, je peux utiliser la syntaxe int et commercial x. Ce et commercial ici, il ne veut pas dire adresse 2, il veut dire passage par référence. Et donc à ce moment-là, si ma fonction C++ fait une modification sur la variable x, si elle écrit x égale 42, le x de l'appelant va être modifié par l'appelé. Et puis le passage par adresse, c'est aussi ce qu'on fait quand on a des tableaux, parce que c'est pénible de passer des tableaux par valeur. Donc quand on est dans le langage C, en tout cas, les tableaux sont toujours passés par adresse. Un petit exemple, donc j'ai une fonction que j'ai dans le titre ici, incrément, cette fois-ci j'utilise la syntaxe C++ avec référence sur la variable x,
Et donc cette fonction, elle fait x++, donc elle va incrémenter mon registre x. J'appelle cette fonction depuis main, donc là j'ai pas écrit le code de main, mais le code de main il fait int x égale 42, et puis ensuite il appelle incrément de x, et puis ensuite il fait return x, pour qu'on puisse récupérer la valeur et bien vérifier que ça fait 43. La valeur de retour de main, c'est celle qui est renvoyée par le binaire exécutable, et donc avec Spike, vous lancez Spike, et ensuite vous faites écho $, et vous allez récupérer le 43 ici. Donc je passe maintenant à ma fonction incrément. Ma fonction incrément, j'ai le petit préambule comme d'habitude. Je fais de la place pour 16 octets de données. J'ai pas besoin de plus ici, j'ai simplement la sauvegarde de RA et de FP, et puis je positionne mon cadre de pile FP. Donc là, il y a vraiment rien de très original, c'est du préambule parfaitement standard. Je vais récupérer mon premier paramètre, donc A0, c'est le paramètre X que j'avais là-haut, et je le mets dans le registre T0. Et ce T0, je vais pouvoir l'incrémenter. Donc attention, T0, ça n'est pas la valeur de X, donc ça n'est pas 42, c'est l'adresse d'une case mémoire qui contient 42. Donc si je veux faire un x++ comme ça, je ne vais pas incrémenter T0, je vais charger la valeur pointée par T0, je vais la mettre dans T1 par exemple, et puis je vais incrémenter T1, donc je vais faire T1 plus 1, je stocke le résultat dans T1, et puis je vais stocker le résultat à l'adresse T0. Et donc ça fait bien x++. Ensuite, j'ai la fin de ma fonction où je vais restaurer FP, restaurer RA, et puis remettre SP là où il était, et je termine. Et donc si j'exécute ce morceau de code, je peux vérifier avec Spike, par exemple, que la valeur de retour de main, c'est bien 43 et non pas 42. Alors, petit récapitulatif sur les conventions d'appel de RISC-V. Donc, convention d'appel, on dit des fois convention d'appel, on dit des fois Application Binary Interface. Donc ABI pour compacter l'acronyme. C'est des conventions qui sont imposées pour la représentation des données et pour en particulier comment est-ce qu'on passe les données d'une fonction à une autre. C'est nécessaire pour que l'appelé et l'appelant puissent travailler ensemble. Donc, par exemple, quand vous codez une fonction, que vous la compilez et que vous faites un appel à la libc qui a été compilé chez les développeurs de votre distrib, par exemple, est-ce que vous utilisez les mêmes conventions d'appel que le mainteneur de la distrib? Si c'est oui, ça va marcher. Si c'est non, ça va probablement pas marcher. Autre exemple un peu plus compliqué, je peux avoir du code qui est compilé avec GCC et qui appelle une bibliothèque qui est compilée avec LLVM. Est-ce que ça va marcher? Bah, si les gens de LLVM et de GCC se sont mis d'accord, oui, ça va marcher, sinon ça va pas marcher. Et en pratique, bah, en général, ça marche, mais c'est pas toujours le cas quand on est en C++, par exemple. Et puis même question, quand vous allez utiliser du code qui est compilé par votre compilateur minicc et que vous appelez du code compilé par GCC ou l'inverse. Et c'est là que c'est intéressant. Dans ma base de test, par exemple, j'ai des fonctions mutuellement récursives où j'ai du code compilé par notre compilateur ou par le vôtre selon ce que je suis en train de tester, qui appelle du code compilé par GCC, qui lui-même appelle du code compilé par votre compilateur, etc., etc. Un test rigolo, c'est Fibonacci, où je fais une Fibonacci compilée par votre compilateur qui fait deux appels récursifs, qui en fait un sur GCC et un sur le code compilé par votre compilateur, et puis le symétrique de l'autre côté. Et ce qui fait que quand je fais un appel récursif à Fibonacci, j'ai à peu près toutes les combinaisons possibles de votre compilateur et de GCC qui sont intercalées les uns derrière les autres dans la pile. Donc quand il y a un bug, en général, on le trouve avec des appels comme ça un peu force brutale. Une ABI, d'une manière générale, ça peut imposer un certain nombre d'appels système. Là, les appels système, ils vont pas nous intéresser. Et comment est-ce qu'on fait un appel système? Donc, comment est-ce qu'on fait communiquer le userland et le noyau quand on a un système d'exploitation? Ça donne les adresses qui peuvent être utilisables par un programme. Ça donne les conventions d'utilisation des registres, lesquels sont Scratch, lesquels ne sont pas Scratch. La convention de pile, sur quoi doit pointer SP? Est-ce que la pile, elle compte des adresses petites aux adresses grandes ou l'inverse? Est-ce que SP pointe sur la première case vide ou sur la dernière case utilisée, etc. Ça, c'est des choses qui sont spécifiées par les conventions d'appel, donc par l'ABI. L'ABI RISC-V, bah, c'est celle que j'ai utilisée jusqu'ici, hein, donc les formats de cadre de pile sont ceux que j'ai décrits, avec FP qui pointe juste en dessous, SP qui pointe sur le dessus. Le stack pointer doit toujours être multiple de 16, donc bah, de temps en temps on a un nombre impair de variables, bah, à ce moment-là on rajoute 8 bytes pardon, de padding, donc de rien, pour compléter, pour faire un multiple de 16.
Les paramètres sont passés dans les registres A, 0, 1, 2, 3, 4, etc. La valeur de retour est retransmise dans le registre A0. Les registres T quelque chose sont sauvegardés par l'appelant, les registres S quelque chose sont sauvegardés par l'appelé. Si vous voulez les détails, je vous donne l'URL ici de la doc officielle sur les conventions d'appel de RISC-V. Petit résumé. Donc ici, c'est le code complet du corps d'une fonction. Alors pas tout à fait complet, il y a quand même quelques points de suspension. Hein. Donc le XXX ici, c'est la taille du cadre de pile qu'il va falloir calculer. Une fois qu'on l'aura calculé, on décrémentera SP d'autant qu'il faut au début de la fonction. Et ce sera le même que le XXXX qui est ici, et puis celui qui est tout en bas ici, pour bien mettre en place et pour restaurer ce qu'on avait quand on est arrivé. Au début de la fonction, je sauvegarde les registres S. Ici, je les sauvegarde tous. Si je suis plus intelligent, je peux n'en sauvegarder que quelques-uns. Donc ça, c'est forcément au début de la fonction. Et j'ai la restauration qui va se trouver à la fin, qui est le symétrique ici. D'accord? Sauvegarde-restauration qui se regardent l'un l'autre. Je vais lire mes arguments qui viennent de A0, A1, A2, etc. Je vais les mettre dans des temporaires. Ce qui fait que je vais éviter de mélanger des utilisations de A0, A1, A2 avec le vrai code par ailleurs. Et ensuite, je vais avoir le code de F que je vais compiler normalement. Donc ce que vous avez fait jusqu'ici, c'est essentiellement cette boîte-là. La restauration, j'en ai déjà parlé. Et à la fin, si j'ai un return quelque chose, return val par exemple, avec val qui est stocké dans temp41, je vais prendre mon temp41 qui correspond à la valeur de val, ici, je vais le mettre dans A0, et cette instruction-là, je fais bien attention à la mettre à la toute fin de ma fonction, puisqu'il ne faut absolument que personne utilise A0 entre cette instruction-là et le ret qui est en dessous. Quand j'ai terminé, je restaure le cadre de pile de l'appelant, donc je restaure FP, je restaure SP ici, et puis je restaure aussi mon adresse de retour avant de faire un return. Donc ça, c'est le corps complet d'une fonction. Et puis si je veux faire un appel à une fonction, donc typiquement si à l'intérieur de ce body de f ici, j'ai un appel de fonction, et bien à ce moment-là, l'appel de fonction, il va ressembler à ça. Je vais évaluer les arguments. Donc ici, j'ai un exemple où j'appelle une fonction, donc le vrai appel, il est ici. Je fais un appel sur G, et je fais l'appel que j'ai fait tout à l'heure, G de H, I, J, etc. Et donc, je vais faire les différents arguments, et puis il faudrait mettre les sauvegardes restauration que j'ai pas mises ici, hein, bien sûr, avant et après. Et puis ensuite, je vais faire le passage d'arguments. Donc, le premier argument, temp0, je le mets dans A1, le deuxième argument dans A0, A1, etc. Autour de mon appel AG, je suis obligé de faire une sauvegarde des temporaires et une restauration des temporaires. Et puis, la valeur de retour de G ici, je la récupère après la restauration des temporaires, après la restauration des registres, pardon, et je la récupère ici dans un temporaire. Donc maintenant à vous, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que c'est un exercice facile. Mauvaise nouvelle, c'est que le code généré pour cet exercice, il va être relativement long. Il sera disponible sur la page du cours. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'écrire directement sur machine pour avoir le droit de faire des copier-coller. Mais vous verrez que vous en aurez, une fois les copier-coller faits, vous en aurez sans doute pour quelques pages. Donc l'exercice ici, hein, c'est de générer à la main le code pour cette petite fonction, et ensuite vous pourrez la lancer avec Spike, et vous pourrez vérifier que votre fonction main ici renvoie bien le bon X, donc vous ferez echo $, point d'interrogation, qui affiche le code de retour, donc le retour de la fonction main de la dernière commande que vous avez lancée. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé de ne pas être avec vous physiquement cette année. J'espère que vous allez bien vous amuser sur le TP de génération de code pour les fonctions. À bientôt!